Des chasseurs américains s'apprêtent à intercepter un avion d'affaires. Tout le monde savait qu'il y avait un gros problème. Attendez, je vois mal. Il ne s'agit pas d'une mission de combat, On devait évaluer la situation. mais d'une urgence. Bravo Alpha, Jacksonville. Accusé réception. Ce Learjet a fortement dévié de sa route. Pourquoi est-ce que l'équipage ne répondait plus au contrôleur? Il voit dans le cockpit. L'avion volait vers une zone urbaine. Appelez Learjet pour savoir combien de temps l'appareil peut voler. Le crash de l'avion ferait de nombreuses victimes. « 8h30, aéroport international d'Orlando, en Floride. Feu de navigation. Allumé. Radio. Les pilotes d'un Learjet privé passent en revue la checklist pré-vol. Réglé. Ils attendent des VIP. Prêt pour roulage. Juste à temps. Voilà la vedette. Bonjour. Le golfeur professionnel Payne Stewart va à Dallas, au Texas, avec des associés. La cible est large, mais si on la rate, le bunker est cauchemardesque. Payne Stewart était un golfeur très haut en couleur. À 42 ans, il vient de renouer avec la victoire en remportant l'US Open, une des plus grandes compétitions du circuit, mais il doit presque autant sa célébrité à son palmarès qu'à ses tenues vestimentaires. C'était quelqu'un d'extraverti et d'attachant. Son père, qui portait toujours des blazers aux couleurs vives, lui avait dit qu'il fallait qu'il se démarque. Donc Payne mettait des knickerbockers et une casquette. Du coup, même les gens qui ne s'intéressaient pas au golf le connaissaient. Voilà mon bunker. Il a l'intention de rester dans le milieu du golf après la fin de sa carrière et compte faire construire un parcours à l'université de Dallas, où il a fait ses premières armes. En plus de l'équipage, il volait avec ses agents, Van Ardan et Robert Fraley, et avec Bruce Borland de Nicklaus Design. Ce trou de 460 mètres sera dur. Le champion emprunte régulièrement ce Learjet 35, un appareil qui doit son nom à son concepteur. Bill Lear avait travaillé sur un chasseur pour la Suisse qui ne l'a finalement pas construit. Mais il a rapporté les plans aux États-Unis et il a créé le Learjet. Bravo Alpha, autorisé décollage. Prête? Ok, c'est parti. Poussez au décollage. Ex-pilote de l'armée de l'air américaine et instructeur de vol, le commandant de bord Michael Kling est hautement qualifié. Beaucoup d'anciens militaires appréciaient le Learjet parce qu'il leur rappelait les performances auxquelles ils étaient habitués. C'était le bolide de l'aviation d'affaires. V1. À l'inverse, la copilote Stephanie Belgarig compte moins d'une centaine d'heures de vol sur ce type d'appareil. Rotation. Le décollage a lieu à 9h15. Bonjour Jacksonville. 47 Bravo Alpha, montons au niveau 260. L'équipage contacte le centre de circulation aérienne. 47 Bravo Alpha, montez et maintenez au 390. Ce jour-là, Wesley Couch est de service. L'équipage était très pro, enjoué. Rien que de très ordinaire. Bonjour, comment ça va? On a vérifié l'altitude, la route. 47 Bravo Alpha, compris. Montons et maintenons au 390.
Le contrôleur autorise l'avion à continuer à monter jusqu'à 39 000 pieds. Les Learjet volent plus haut que les avions commerciaux. À cette altitude élevée, où l'air est raréfié, l'avion consomme moins de carburant. C'est plus économique pour aller d'un point A à un point B. Le plan de vol prévoit que le Learjet ira en direction de Cross City avant d'obliquer plein ouest pour rallier Dallas sans escale. 14 minutes après le décollage, l'appareil a parcouru 130 km et il est temps de le confier au contrôleur suivant. Les aiguilleurs du ciel font ce qu'on appelle des transferts. Ça consiste à confier un avion aux collègues d'un autre secteur. Contactez Jacksonville Center sur 135 décimale 65. L'équipage doit changer de fréquence pour appeler le contrôleur suivant. Accusé réception. Pas de réponse. Louper un changement de fréquence, ça n'a rien d'inhabituel. L'avion venait de décoller, donc j'ai supposé que l'équipage était débordé. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Contactez Jacksonville Center sur 135 décimale 65. Dans ces cas-là, n'importe quel contrôleur va se dire « Les pilotes n'ont pas accusé réception du changement de fréquence. Donc je vais faire autre chose et je réessayerai plus tard. » Et c'est ce que j'ai fait. Bravo Alpha, Jacksonville Center. Quoi? Ce Learjet. Il est muet. Il a quitté la fréquence? Il peut y avoir un tas d'explications. On va voir s'il se met en palier. L'avion est presque à son altitude de croisière de 39 000 pieds. Il grimpe encore. Que dit le plan de vol? Quand il a passé 39 000 pieds, tout le monde a compris qu'il y avait un gros problème. Il doit tourner à Cross City. Espérons-le. J'essaie une autre fréquence. Bravo Alpha, Jacksonville. Accusé réception. Au même moment, des pilotes qui volent dans les environs essaient eux aussi d'appeler le Learjet. 47 Bravo Alpha, à vous. Les pilotes ont tous l'esprit de corps. En cas d'ennui, l'un d'eux peut peut-être intervenir et régler le problème. Si les radios du Learjet étaient endommagées, par exemple, un pilote pourrait éventuellement servir de relais entre l'avion et le sol. Un pilote a-t-il un contact avec le Learjet? Non, aucune réponse. L'avion a décollé d'Orlando depuis 20 minutes et les contrôleurs aériens, impuissants, le regardent approcher de Cross City. L'heure est grave. D'un instant à l'autre, le Learjet devrait obliquer vers l'ouest en direction de Dallas. La tension était à son comble. On aurait entendu une mouche voler. Merde. Il n'a pas changé de route. Il y avait un gros souci. Jacksonville Center, j'ai une urgence. On était tous sous le choc. Benson? Les contrôleurs préviennent le NTSB, l'équivalent américain du bureau d'enquête et d'analyse. Une carte. Quand les contrôleurs ont su que l'avion n'en faisait qu'à sa tête, façon de parler, il a fallu savoir pourquoi. Détournement, problème technique, incapacité de l'équipage. Il est là. Des chasseurs F-16 s'envolent pour surveiller le Learjet fugueur. Les pilotes étaient-ils frappés d'incapacité?
L'avion avait-il un problème? L'équipage ne répondait plus et notre boulot, c'était d'aller voir pourquoi. Après plus d'une heure de silence radio, le problème se fait de plus en plus pressant. En effet, l'avion s'approche d'une zone très peuplée, la ville de Memphis. Appelez Learjet pour savoir combien de temps l'appareil peut voler. L'avion volait vers une zone urbaine. Et s'il échappait à tout contrôle ou s'il tombait en panne de carburant, que se passerait-il? Enquêteur chez Learjet, Jim Tidball intègre aussitôt l'équipe du NTSB. Où est-il? Sa première tâche, calculer jusqu'où l'avion peut voler avec le carburant qu'il a emporté. Donnez-moi les performances du 35. L'appareil n'a pas tourné. Il a poursuivi son chemin en direction de Memphis. Sachant qu'au-delà, il y a Saint-Louis, puis Minneapolis, donc de grandes zones urbaines. S'il s'écrasait, l'avion ferait de nombreuses victimes. Un vol de routine vient de se transformer en urgence nationale. Nous apprenons qu'en ce moment même, un Learjet civil... L'Amérique se passionne pour cet avion privé qui a dévié de plusieurs centaines de kilomètres de son itinéraire. Monte le son. Les enquêteurs du NTSB gardent un œil sur les chaînes d'information qui sont sur la brèche. On a réuni une équipe et on a suivi ce qui se passait à la télévision, comme beaucoup d'Américains. L'avion a fait le plein de carburant. C'était un cas de figure inhabituel. Au grand soulagement de tous, l'avion va au moins épargner Memphis. C'est déjà ça. Mais le répit s'annonce de courte durée. Les contrôleurs ignorent toujours pourquoi l'avion reste muet. Et ils se dirigent vers plusieurs grandes villes. Si le Learjet ne change pas de route, la chasse pourrait être obligée de prendre des mesures draconiennes. Si la décision devait être prise de l'abattre plutôt que de le laisser survoler une zone urbaine, elle serait prise à la Maison-Blanche. La FAA surveille un avion en détresse et le président a été informé de la situation pendant la réunion de ce matin. Je crois que j'ai quelque chose. Jim Tidball a défini le périmètre où l'avion se retrouvera en panne sèche. Les contrôleurs nous transmettaient en temps réel des infos sur l'avion, sa position, son cap. Donc, on a toujours su où il était. En calculant sa consommation selon l'altitude, on a déterminé jusqu'où il irait. Ma meilleure estimation, c'est le Dakota du Sud, peut-être du Nord. Je peux pas être plus précis. S'il dit vrai, on évitera le pire. C'était l'inconnue la plus sinistre. Touchera-t-il une maison, une ville? Le Midwest, c'est vaste et tout était possible. Les F-16 ont rattrapé l'avion fugueur. Attendez, je vois mal. Dès l'interception, pour comprendre ce qui se passe, on observe l'avion. Zéro dégâts. Il ne manquait aucun panneau, il n'y avait pas de fuite de liquide, ni aucun dégât visible de l'extérieur. Les pilotes tentent également de communiquer avec l'équipage en effectuant une manœuvre plutôt risquée. Je vais les réveiller.
En traversant le souffle du moteur et les turbulences de sillage d'un chasseur, l'équipage réagirait peut-être. C'était le but. Mais rien ne se passe. Il voit dans le cockpit? Attendez, je m'approche. Bien que son F-16 soit conçu pour voler à des vitesses bien plus élevées, le colonel Kent Olson ralentit encore et s'approche. C'était pas évident, surtout à haute altitude. C'était très bizarre de se demander ce qui se passait à bord. Les surfaces vitrées fournissent un indice inquiétant. Aucun mouvement. Tout est givré. Quand on a appris que le pare-brise semblait gelé à l'intérieur et que les hublots étaient tous opaques, on s'est inquiété. Si les occupants avaient été conscients, ils auraient essuyé la condensation pour voir dehors. Comme ça n'était pas le cas, on s'est demandé dans quel état était l'équipage et les passagers. Il faut se rendre à l'évidence. Le pare-brise couvert de givre et le poste de pilotage et la cabine plongée dans le noir signifiaient que l'équipage n'était sûrement plus de ce monde. Le Learjet est un avion fantôme. On peut affiner l'emplacement? Tout espoir étant perdu pour les occupants, il faut déterminer où l'avion va s'écraser. C'était une information essentielle, puisqu'il faudrait qu'on y aille le plus tôt possible. Mais ils en sont réduits à patienter devant la télé. Quand j'ai appris que Payne Stewart était sûrement à bord, ça m'a fait quelque chose. À l'US Open, il avait empoigné le visage de Phil Mickelson. Il avait soulevé le trophée. Au bout de près de 4 heures de vol, le Learjet 35 approche de la ville d'Aberdeen. Compris. La fin est proche. À en croire les calculs, l'avion est au bord de la panne sèche. Elle se produit à 12h10. Après l'extinction d'un des moteurs, j'ai dû dire un truc du genre « Attention, l'avion tourne ». Je ne sais pas où il va aller, mais c'est pour bientôt. Le Learjet 35, qui transporte 6 personnes, tombe comme une feuille morte. Il va s'écraser. Mais où? Le F-16 tente de le suivre, mais l'avion disparaît, avalé par les nuages. Puis il disparaît cette fois-ci de l'écran radar. Je vois l'épave. Ça nous a fichu un coup, d'autant qu'on n'avait rien pu faire. Sale journée. L'avion d'affaires s'est écrasé dans un champ du Dakota du Sud et il n'y a aucun survivant. Les gens qui étaient à bord avaient une famille, des amis, une histoire. Et on avait fait partie de la fin de cette histoire, malheureusement. C'était une très triste affaire.
c'est fini. En quelque sorte, on a été soulagé que l'avion s'écrase en rase campagne et pas sur une grande zone urbaine. L'avion s'est écrasé après un vol de 2400 km et de 4 heures qui lui a fait traverser la moitié du pays. Ben Stewart, double vainqueur de l'US Open, était à bord. Les journalistes, les joueurs et leurs proches finissent par former une communauté très soudée. Et quand un membre de cette famille disparaît de manière aussi tragique, c'est vraiment triste. Dans le Dakota du Sud, les habitants sont sous le choc à l'annonce du drame. Après s'être retourné plusieurs fois, l'avion a piqué et il a percuté le sol au bout d'une douzaine de secondes. Première chose à faire pour les enquêteurs, le levé topographique du périmètre et la mise en place d'un carroyage, un quadrillage. Doucement! Il ne faut rien oublier. Le carroyage, c'était une bonne façon de procéder pour savoir où on avait fouillé et quand passer au carré suivant. Ça permettrait de savoir où on pouvait et où on ne devait pas marcher. L'impact à 800 km/h a fait se désintégrer l'avion et s'enterrer l'essentiel des débris. L'appareil était en miettes, et souvent en toutes petites miettes. Je me suis dit qu'on aurait du mal à réunir des preuves. Les techniciens creusent le sol, passant au tamis chaque pelletée de terre. On aurait dit des fouilles archéologiques. On avançait couche après couche. Un bon enquêteur ne s'appuie pas uniquement sur les renseignements initiaux. Il lui faut toutes les données possibles pour bien travailler. Les enquêteurs indiquent sur un plan l'emplacement des principaux éléments de l'épave. Et ils cherchent la queue et l'enregistreur phonique qu'elle contient. En cherchant les débris dans le cratère, on a découvert des morceaux qui s'étaient trouvés non loin de cet enregistreur. Donc on savait qu'on fouillait au bon endroit. Et on était presque sûr de mettre la main dessus. Pendant ce temps, Bob Benson dresse la liste de ce que le NTSB sait déjà. Bon, faisons le point. Chose inhabituelle, la surveillance du Learjet lui a permis de prendre de l'avance. Pour un enquêteur, découvrir qu'un accident va se produire, c'est aussi rarissime qu'étrange. Et c'est triste. Mais pour une fois, on prépare ses bagages avant et non après. Les moteurs fonctionnaient. Grâce aux traînées de condensation, les pilotes des F-16 ont vu que les deux moteurs fonctionnaient et qu'il y avait de l'électricité, parce que les feux de navigation et les feux anti-collision marchaient. Il y avait du courant. Quoi d'autre? Les pilotes de chasse ont également remarqué les fluctuations inhabituelles de l'altitude du Learjet. Attendez, je m'approche. L'avion montait et descendait à un rythme régulier appelé marsouinage. Ça tenait certainement au fait que le pilote automatique était en mode montée. L'avion essayait de prendre le plus d'altitude possible. Mais comme il était limité par son aérodynamisme, il montait jusqu'à son plafond, puis il redescendait et ainsi de suite. Jamais des pilotes n'effectueraient une telle manœuvre. Ils étaient inconscients, ou pire, à l'arrivée des chasseurs. Très vite, l'enquêteur s'intéresse à une piste. Aucun mouvement. Tout est givré. Les pilotes des F-16 nous ont dit que le givre recouvrait au moins 90% du pare-brise à l'intérieur.
Preuve qu'à un moment, il s'était manifestement mis à faire très froid dans l'avion. Ça ne répondait évidemment pas à toutes nos questions, mais ça trahissait sûrement un problème de pressurisation. Les enquêteurs viennent peut-être de faire un pas de plus vers la solution en exhumant l'enregistreur phonique. Beau boulot. C'est le seul enregistreur qui était à bord. Il était en piteux état et on avait peur de ne rien pouvoir en tirer. Pourvu qu'on puisse l'exploiter. On l'a envoyé aussitôt au laboratoire et les techniciens du NTSB ont fait un travail formidable pour le faire parler. C'est bon? Allez. Ne figurent que les sons émis lors des 30 dernières minutes de vol. Mais cela suffit aux enquêteurs pour faire une découverte troublante. À bord, personne ne parlait. C'était sinistre parce que l'avion volait, mais on n'entendait pas une seule voix. Mais les sons audibles peuvent être autant d'indices qu'il convient d'identifier. Plus fort. On entendait notamment les alarmes dans le poste de pilotage. Donc c'était des renseignements précieux. L'alarme d'altitude cabine. C'est un accident de pressurisation. L'enregistrement confirme l'intuition de Bob Benson. L'avion a subi une décompression. Plus l'altitude augmente, plus la pression de l'air diminue. Bonjour Jacksonville, 47 Bravo Alpha. Montons au niveau 260. Au-delà de 10 000 pieds, la densité de l'air extérieur est si faible que celui de la cabine doit être pressurisé pour que passagers et équipage aient assez d'oxygène pour respirer. Cette pressurisation évite un problème mortel appelé hypoxie, qui peut en quelques instants seulement provoquer l'incapacité d'un équipage, comme l'explique le docteur Garber. Tout un chacun a une réserve d'oxygène d'environ 4 à 5 secondes dans le cerveau, plus une de 12 à 15 autres dans le sang. Au-delà, l'état de l'individu se dégrade très fortement et très rapidement. Se dessine alors un scénario qui fait froid dans le dos. L'alarme d'altitude cabine retentit jusqu'à quelques secondes de la fin des 30 minutes. Il faut donc élucider un double mystère. Qu'est-ce qui a provoqué la baisse de la pressurisation de la cabine ? Et pourquoi l'alarme n'a-t-elle pas permis d'éviter le drame ? C'est maigre. Du système de pressurisation, il ne subsiste que quelques vannes endommagées. On doit travailler avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on aimerait avoir. La vanne de régulation de débit gère la quantité d'air aspiré depuis les moteurs jusque dans la cabine, et sa panne expliquerait la décompression. Même si les pièces sont très abîmées, dans ce métier, on apprend à déterminer comment elles fonctionnaient avant un accident. Qu'as-tu à nous dire ? Avec un microscope à très fort grossissement, Bob Benson examine la vanne et fait une découverte importante sur le métal. Il est légèrement éraflé. À l'impact, les pièces et les composants qui sont à l'intérieur s'entrechoquent et ça laisse des traces. C'est presque la photo de ce qui est arrivé. Bingo. Ces traces indiquaient sans équivoque que la vanne de régulation de débit était fermée au moment de l'impact. Il n'y avait donc pas de circulation d'air
pour maintenir la pressurisation de la cabine. Alarme d'altitude cabine. Le fait que cette vanne ait été fermée était un élément clé. On s'approchait de la raison de l'accident. Régler la vanne fait partie de la procédure au décollage. Soit elle a cassé, soit l'équipage a oublié. Ça donne quoi? Pour vérifier l'hypothèse de la défaillance mécanique, les enquêteurs ont besoin de plus de pièces du système de fermeture et d'ouverture de la vanne. On a acheté et loué des détecteurs de métaux et les gens étaient à genoux pour tamiser des tas de terre et dénicher des pièces. Ils récolteront des débris par caisse entière. C'est ce qu'on cherche? Mais jamais le mécanisme de la vanne. Quand on déniche une preuve, mais qu'on ne peut pas l'exploiter pleinement, on est forcément frustré. On sait qu'on tient un élément de preuve, mais pas sa totalité. Écoutons. La partie avant le décollage. Bob Benson exploite également les échanges avec l'équipage enregistrés par le contrôle de la circulation aérienne. Orlando Tour, demandons roulage. Il veut découvrir à quel moment la décompression a commencé. L'air qui pressurise l'avion vient des moteurs. Il est donc parfois un peu chaud. Raison pour laquelle certains pilotes attendent le dernier moment pour ouvrir la vanne de régulation de débit. V1. Ceux-ci ont-ils oublié de le faire? Rotation. « 47 Bravo Alpha, montez et maintenez au 390. » Si les pilotes ont omis d'ouvrir la vanne, ils ont commencé à manquer d'oxygène juste après avoir franchi la barre des 10 000 pieds. Les symptômes sont très perceptibles au niveau de la capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Et c'est pour ça que l'hypoxie est si grave. Bob Benson compare attentivement la façon dont les pilotes parlaient à terre par rapport à leur façon de s'exprimer en altitude, où il y avait moins d'oxygène. C'était important de déterminer à quel moment du vol les choses avaient commencé à mal tourner. Jusqu'ici, ça va. Avancez un peu. Après 10 000 pieds. Un changement d'élocution pourrait correspondre à la baisse de pression. La voix peut devenir pâteuse et le débit se ralentir, comme en cas de consommation de stupéfiants ou d'alcool. Bonjour Jacksonville, 47 Bravo Alpha. Montons au niveau 260. Pas de différence. RAS jusqu'à la dernière liaison radio. Les communications de la copilote indiquaient qu'à cette altitude, tout allait bien. Radio. Réglé. Tout indique que l'équipage a réglé la vanne correctement avant de décoller. Air cabine. Sur normal. Il s'est passé quelque chose entre la dernière liaison radio et la perte du contact. Les transmissions des pilotes étaient claires. Ni elle ni lui ne portait son masque à oxygène à 28 000 pieds. Mais 4 minutes plus tard, l'avion en montée avait dépassé les 36 000 pieds. Et les contrôleurs aériens n'arrivaient plus à joindre personne. Donc il s'était passé quelque chose de sacrément important entre ces deux altitudes en 4 minutes. Ce quelque chose a pu faire se fermer la vanne de régulation, mais il est impossible de dire s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'une panne mécanique. Compte tenu de la nature chaotique des accidents,
On manque parfois d'indices, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on baisse les bras. Alarme d'altitude cabine. Autre détail déroutant, le Learjet disposait de masques à oxygène. Masque. Masque. Quelle que soit l'origine de la décompression, l'équipage aurait donc dû pouvoir respirer suffisamment longtemps pour se poser. En cas d'alarme d'altitude cabine, la première chose à faire, ça devrait être de mettre le masque. Je peux pas respirer. Et toi? Non. L'alimentation de secours en oxygène était-elle défaillante? Les enquêteurs épluchent le livret d'entretien du Learjet. Tout marchait. Lors de vols précédents, les pilotes avaient utilisé leurs masques sans difficulté. On a constaté qu'il y avait de l'oxygène à bord et que l'équipage aurait pu l'utiliser. Restait à savoir pourquoi il ne l'avait pas fait. Changeons de méthode. En montée. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé après le dernier appel passé depuis le Learjet, les enquêteurs décident de faire une simulation du vol. Alarme. Top chrono. On a au mieux une quinzaine de secondes pour réagir avant de se retrouver dans un environnement privé d'oxygène. Checklist urgence. La voilà. Bob Benson passe en revue la checklist que les pilotes du Learjet ont utilisée. C'est peut-être elle qui renferme la clé du mystère et la raison pour laquelle l'avion s'est écrasé dans un champ du Dakota du Sud. On avait tous tendance à s'imaginer que dès qu'une alarme se déclenchait pour signaler une décompression, la checklist indiquait qu'il fallait d'abord et avant tout enfiler son masque à oxygène. Sauf que la simulation révèle qu'il n'en est rien. Le premier point de la checklist urgence est tout autre. À une altitude cabine de 10 000 pieds, la pression de commande de la vanne de régulation est bloquée. Au premier abord, la tournure de phrase était très déconcertante. Mais elle devait l'être encore plus pour un équipage dans une situation stressante qui essayait de la déchiffrer. Cela désactive le mode automatique et empêche l'altitude cabine d'augmenter en cas de panne du contrôle automatique. Et dire qu'on n'a toujours pas nos masques. Ça nous a surpris, et pas qu'un peu, de voir qu'il fallait d'abord régler le problème de pressurisation et que c'était uniquement si on n'y arrivait pas qu'il fallait mettre le masque à oxygène. Pour nous, ça n'était non seulement pas logique, mais c'était même contraire à toute logique. La première étape, ça aurait dû être de mettre le masque. Bon, on arrête. J'ai compris. Les enquêteurs commencent à entrevoir un scénario susceptible d'expliquer le drame. Tout va bien jusqu'à 24 000 pieds. Et puis survient le problème de pressurisation. Alarme d'altitude cabine. Checklist urgence. Les pilotes essaient de réparer. Ça dit quoi? À une altitude cabine de 10 000 pieds, la pression de commande de la vanne de régulation est bloquée. Ils ont trouvé la checklist, ils l'ont lue, ils étaient perplexes. Et les masques à oxygène attendaient. Ce serait le prélèvement d'air? Cela désactive le mode automatique et empêche l'altitude cabine d'augmenter en cas de panne du contrôle automatique. De panne de quoi? Au bout d'une quinzaine de secondes seulement, l'équipage, victime d'hypoxie, est complètement désorienté. Recommence.
Tout dépend de la vitesse à laquelle survient l'hypoxie. Elle varie d'ailleurs beaucoup d'un individu à l'autre. Mais ce qu'on constate le plus souvent et qui est le plus important, ce sont les difficultés à réfléchir. À 10 000, la pression de contrôle... La réflexion est de moins en moins fiable. On perd connaissance petit à petit. Et sans apport d'air, on finit par mourir par manque d'oxygène. Ils ont perdu conscience avant de résoudre le problème. D'une certaine façon, la checklist faisait faire une erreur aux pilotes. Sans masque, ils étaient perdus. À la place d'une alarme très bruyante, une simple annonce disant « Mettez vos masques à oxygène » aurait été plus efficace. Plus efficace que de demander aux gens de comprendre le pourquoi de l'alarme et de prendre les mesures adéquates pour régler le problème. La famille et les amis de Payne Stewart, ainsi que les fans de golf de tout le pays, sont en deuil. Je suis profondément attristé par la mort de Payne Stewart. Il a fait une carrière incroyable qui a marqué son sport. Payne était quelqu'un d'insouciant, de sympa avec tout le monde et d'une grande sincérité. Payne n'aurait pas voulu qu'on porte trop le deuil, quelle que soit la cause de son décès. C'était un homme optimiste, jovial, qui adorait la vie, ses proches et les bons moments. Ça ne lui aurait pas plu. Il aurait préféré qu'on rende hommage à sa vie et qu'on soutienne sa famille. V1, rotation. Le NTSB n'a jamais pu définir avec certitude l'origine du problème. La décompression peut avoir été le résultat d'un joint défectueux sur une trappe, d'une petite fuite de la taille d'un crayon dans le fuselage, d'une panne mécanique. On ne sait pas. En revanche, les pilotes auraient certainement résolu le problème s'ils avaient enfilé leur masque. Dans son rapport, le NTSB a pointé le fait que s'ils avaient inhalé de l'oxygène à temps, il n'y aurait vraisemblablement pas eu d'accident. Alarme d'altitude cabine. Checklist urgence. Le NTSB recommande de complètement réécrire la checklist. On a beaucoup insisté pour que cette checklist urgence, dont on supposait qu'elle avait mis l'équipage en danger, soit modifiée pour être plus claire et plus utile. La FAA, l'aviation civile américaine, impose que le port du masque à oxygène figure désormais en tête de la checklist pour les Learjet et pour tous les avions similaires. C'est positif. La checklist du Learjet a été modifiée, mais la FAA a insisté pour que tous les fabricants d'avions d'affaires s'assurent que les leurs étaient faciles à comprendre. Pour moi, le plus important, c'est que les checklists urgence soient compréhensibles. Parce que si elles existent, ça n'est pas pour rien. Elles ont un objectif. La sécurité. Tout de suite.